de mes collègues. Voilà le message. Je suis accompagné de Lies Saïd Mekourta de Transition et de Simon Pouillot et de Quentin Herbet d'Auxilia qui ont largement contribué à la préparation de ce webinaire consacré au montage innovant de projets d'énergie renouvelable. On voulait clore un peu la séquence énergie renouvelable avec ce webinaire consacré donc au montage innovant. Précédemment, on a eu l'occasion d'aborder le solaire, photovoltaïque et thermique en mars lors d'un précédent comité régional. Donc voilà, avant d'aborder sans doute d'autres sujets, notamment la sobriété en fin d'année, peut-être lors d'un comité régional en présentiel, en tout cas on peut l'espérer. Voilà, quelques petites règles que je vous rappelle, mais que vous connaissez maintenant par cœur concernant les webinaires. Quentin, la slide d'après, peut-être, s'il te plaît. Merci. Ouais, juste de couper vos micros, caméras, ça vous avez l'habitude. Poser des questions quand vous le voulez dans le chat avec l'onglet Converser. Et puis, quand vous prenez la parole à l'oral, merci de donner votre nom pour qu'on sache qui vous êtes, notamment les intervenants puissent vous reconnaître. Donc, je l'ai dit, le webinaire est enregistré. On peut désormais donc passer à l'introduction de ce webinaire avec Nicolas Bousselin de la région pour démarrer, avec une question que je vais moi poser concernant la planification stratégique des énergies renouvelables à l'échelle Auvergne-Rhône-Alpes. Nicolas, si vous êtes là, de savoir un petit peu quels étaient les enjeux par rapport à cette planification stratégique des énergies renouvelables sur le territoire, comment la région accompagne les territoires sur le sujet, parce que c'est un des éléments finalement aussi qui préfigure des montages innovants de développement de projets, la planification, la programmation. Voilà, quelques petites questions introductives, Nicolas. Bonjour à tous. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais. Très bien, ouais. Alors, pour répondre à la question, je reviens un petit peu au départ. Donc, la région, elle a élaboré avec les acteurs locaux un SRADET, donc, qui a été voté fin 2020, dans lequel il y a des objectifs en matière de production d'ENR. Donc, en gros, c'est plus 54% à l'horizon 2030. Et pour ce faire, la région, depuis pas mal d'années, indépendamment du SRADET, elle finance directement des opérations d'énergie renouvelable sur des domaines qu'elle estime importants. Donc, ce qu'on appelle les appels à projets chez nous. Et puis, elle finance aussi d'autres outils. Alors, il y a des outils financiers, il y a OSE et d'autres éléments. Et puis, on a même certains ENR pour aider parfois à l'élaboration de projets. Sachant que les outils de la région financiers, il n'y a pas que les siens, il y a aussi ceux de l'ADEME parfois et ceux de l'État. Sauf que ça, ce n'est pas suffisant pour permettre d'atteindre les objectifs du SRADET et que tout le monde se mette en capacité de produire des ENR. Somme toute, l'enjeu qu'on a, c'est quand même à la fois d'aider les territoires à connaître leur potentiel. Donc, l'enjeu de la planification, il est là. C'est d'abord de connaître son potentiel et de savoir où on en est et où on peut aller. Je prends un exemple. Dans le cadre d'une réunion qu'on a menée, alors je prends des exemples que j'ai vécu, ce n'est pas les seuls. Dans le Cantal, par rapport au SRADET, les acteurs du Cantal se sont dit, écoutez, jusqu'à présent, nous en ENR, on avait beaucoup misé sur l'hydroélectrique. Et en fait, là, on est arrivé en limite de capacité, on ne pourra pas aller plus loin. Donc maintenant, si on veut aller plus loin, comme le SRADET nous le demande, il faut qu'on privilégie d'autres ENR. Donc voilà, la planification, ça permet de savoir qu'il faut aller chercher peut-être d'autres sources d'ENR que ce qu'on avait l'habitude de faire. On a eu la même question d'ailleurs aussi dans la Savoie sur un correct EPOS, enfin pas sur un correct, sur un Cotect EPOS, pardon, où quelque part on a fait toute une démonstration sur le bois, entre autres. Puis il y en a d'autres sur le photovoltaïque, je ne vais pas tous les faire. Et puis, on s'était aussi rendu compte qu'effectivement, on a des acteurs traditionnels qui interviennent. Donc, c'est souvent d'ailleurs les membres de la communauté régionale TEPOS, pas que, mais beaucoup. Et puis, on en a d'autres qu'il faut arriver à mettre un peu dans le circuit. Donc, soit ce sont des acteurs privés, soit c'est des acteurs collectivités, ils ne sont pas encore dedans. Et donc, l'enjeu, c'est un petit peu de leur créer de l'émulation ou de l'envie d'aller faire ça. Donc, planifier, c'est aussi les aider à comprendre ce que font les autres, comment ils le font pour qu'eux deviennent acteurs. On a eu ce petit débat-là une fois dans un comité départemental de la transition écologique dans la Haute-Loire, où quelque part, à un moment, les acteurs se sont mis à parler entre eux, toutes les collectivités autour de la table, pour savoir comment certains faisaient par rapport à d'autres. Et voilà, on sentait bien qu'il y avait une émulation qui a été créée. Donc la planification, c'est aussi l'idée de donner des perspectives et d'aider les acteurs à comprendre les bonnes Pas pratiques grave. qui peuvent exister. Et dans l'accompagnement que la région apporte, je terminerai par là, c'est que quelque part, hormis ce que j'ai cité, donc le SRADET,
On a aussi du coup travaillé très fort avec évidemment Aura 2E pour mettre à disposition des territoires l'outil Terristory qui permet d'avoir un état de l'art de un petit peu ce qui se passe sur les territoires, à la fois en termes de potentiel, mais aussi de réseau. On a pas mal d'éléments et donc on diffuse assez fortement ces connaissances-là parce que c'est aussi une base pour connaître un petit peu les potentiels et avancer. Évidemment, la région, alors pas toute seule évidemment, avec l'ADEME finance l'animation des territoires, donc tout ce qui est TEPOS et autres, c'est aussi une façon de dire au territoire: «Bah, écoutez, on vous aide à progresser et à prendre en main la matière», donc voilà, 1 fois 3 ans, 2 fois 3 ans pour ceux qui veulent aller un peu plus loin. Et puis, dans le cadre d'enceintes un peu plus régionales, la région, elle peut, aider aussi les territoires sur, de la connaissance. Par exemple, aujourd'hui, on est confronté dans les projets d'ENR à une question d'acceptabilité sociale. Alors pour le coup, on a commencé à le prendre avec tous les acteurs évidemment, pas tout seul, hein, pour pouvoir travailler sur la méthanisation. On a des sujets aujourd'hui et donc on a alors je ne sais plus comment il s'appelle, c'est un groupe de travail régional qui est en train d'élaborer un petit peu toute une série de bonnes pratiques et même d'argumentation pour préparer, l'implantation de projets d'ENR en matière de méta. Donc voilà. Et puis le dernier élément qu'on a aujourd'hui, qu'on anime aux côtés de l'État, avec une participation d'ADEME, c'est ce qu'on appelle les comités départementaux de la transition écologique, où quelque part on réunit autour d'une table les grands financeurs et les collectivités pour voir ensemble comment on peut élaborer une stratégie territoriale par département. Donc là, on est en train de travailler, ça prend un peu de temps, mais l'enjeu, c'est que chaque CDTE, chaque département donc, arrive à aboutir à une stratégie départementale qui le place sur une trajectoire du SRADET. Merci Nicolas. Je signale à propos de Terre Historique, un webinaire sera organisé fin septembre ou début octobre pour justement en faire une présentation pour ceux qui ne connaîtraient pas l'outil et puis surtout pour vous aider à le prendre en main avec de nouvelles fonctionnalités. Merci Nicolas. Je laisse mon collègue Simon enchaîner pour la deuxième question. Oui, eh bien déjà, bonjour à tous. Donc moi, Simon Pouliot, je suis directeur de projet énergie-climat chez Oxiga et je profite qu'on ait la DREAL parmi nous pour interroger Jean-Jacques Forquin sur le fait que cette journée, elle est un petit peu dédiée à pouvoir outiller les territoires TEPOS et j'avais envie d'avoir un positionnement peut-être de l'État à ce sujet, si on pouvait nous éclairer. Oui, merci beaucoup. Effectivement, je vais essayer de répondre à cette question. Alors, tout d'abord, je voulais quand même revenir sur les priorités en matière de transition énergétique. Je pense que c'est un message que porte également régulièrement l'ADEME, mais c'est bien de se souvenir qu'on traite la transition énergétique d'abord comme on va traiter une étude d'impact avec une séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Et à ce titre, la priorité, c'est d'abord de mener de la sobriété, de supprimer des activités consommatrices d'énergie, puis après de mener des actions d'efficacité, de réduire la consommation des activités maintenues et enfin seulement de faire de la compensation éventuelle et à ce titre, pourquoi pas favoriser les énergies renouvelables euh, pour favoriser finalement un développement décarboné de notre impact. Mais c'est quand même bien d'avoir en tête ces grandes priorités que je rappelle régulièrement, mais voilà, je profite de ce quelques points aujourd'hui pour continuer d'affirmer tout d'abord ce point-là. Ensuite, l'État, pour accompagner les TEPOS, eh ben, il a volonté de se placer dans plusieurs postures. Tout d'abord, une posture de cadrage, puisque l'État, voilà, à travers la loi de transition énergétique, il permet le montage de projets des collectivités. La stratégie nationale bas carbone prône la décarbonation énergétique et finalement fixe le fil conducteur pour réussir à devenir à 2050 bas carbone, c'est-à-dire à neutralité carbone. Et puis les programmations pluriannuelles de l'énergie engagent, fixent et engagent et augmentent les productions d'énergie renouvelable thermique et électrique. Alors celle qui est la dernière en cours, c'est celle qui fixe le pas de temps 2024-2028 avec une augmentation de 60 et 100% par rapport à 2017 entre les ENR thermiques et les ENR électriques, donc des très très fortes ambitions. Et puis, à un niveau plus régional, l'État il fixe aussi le cadre en accompagnant notamment RTE dans la réalisation du S3R ENR, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables électriques, donc ce qui va permettre d'accompagner la mutation des réseaux de transport d'électricité pour l'accueil des énergies renouvelables électriques. Et puis, avec la région, l'ADEME, il a défini un schéma régional biomasse qui est annexé au SRADET dont Nicolas a parlé tout à l'heure
Et puis, sur d'autres sujets spécifiques, ils créent aussi des outils de planification. Donc, c'est le cas sur l'éolien, puisque la ministre vient de demander au DREAL, par instruction, de créer une cartographie des zones favorables à l'éolien pour essayer d'harmoniser ce développement compliqué de l'éolien sur le territoire, où on a finalement deux régions qui sont très couvertes d'énergie éolienne, que sont Hauts-de-France et Grand Est, et puis le reste de la France qui est plutôt en retard, et la région Auvergne-Rhône-Alpes notamment, qui est très en retard sur ce sujet-là. Donc, ça fait partie des priorités de l'État en tant que faiseur de cadre. Puis, l'État, il est financeur de cette transition énergétique et du développement des énergies renouvelables. Il est le premier financeur de très loin avec ces dispositifs de soutien, que ce soit en appel d'offres ou en obligation d'achat pour les petits projets, appel d'offres pour les plus gros. Et puis, avec l'ADEME et ses dispositifs d'accompagnement, mais Jérôme va en parler certainement juste après, donc je ne le dis pas plus, mais je ne l'oublie pas, il y a quand même, et puis les autres partenaires, la région, voilà, il y a beaucoup d'argent mis sur la table pour accompagner les collectivités dans ce développement des énergies renouvelables. Et puis enfin, l'État, il se veut facilitateur. Il se veut un État conseil qui essaye de lever les freins. Donc, Nicolas en a parlé avec les CDTE, les comités départementaux de la transition énergétique, qui sont des vrais outils pour discuter finalement avec les collectivités de leurs problématiques et essayer d'identifier les moyens qu'on a de lever ces problèmes-là. Et puis l'État, il essaye de se faire rencontrer les enjeux de biodiversité, les enjeux de transition énergétique, les enjeux de paysage. Donc, c'est à ce titre, par exemple, que l'État lance un conseil à l'émergence de projets sur l'éolien dans les semaines qui viennent. Il sera présenté à la conférence régionale de l'éolien qui est prévue le 28 juin, donc la semaine prochaine, auprès de tous les acteurs pour expliquer comment va marcher ce conseil à l'émergence. De la même manière, on accompagne la filière méthanisation avec les comités méthanisation qui se trouvent dans chaque département. Et puis, la charte méthanisation, dans laquelle Nicolas l'a dit, on s'engage à travers des groupes de travail à accompagner les projets, à donner des solutions, notamment sur l'appropriation des projets, l'acceptabilité, puisqu'il y a un groupe de travail que pilote l'ADREL qui est dédié à ce sujet-là. Et donc, voilà, c'est à peu près à travers ce cadre-là, à la fois un cadre réglementaire qui pose les bases, un cadre financier qui permet que les filières soient rentables, qu'elles soient de plus en plus rentables d'ailleurs, puisqu'aujourd'hui, les énergies renouvelables sont souvent les moins chères des énergies, comme c'est le cas du photovoltaïque au sol ou de l'éolien, bien moins cher que d'autres énergies. Et puis enfin, elle pose un cadre l'État se pose en facilitateur pour lever les freins et accompagner le développement de projets. Voilà. Merci. Quentin, je te laisse. Oui. Bonjour à tous, donc Quentin Hervé d'Auxilia. Donc aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler aussi modèle innovant, on va parler par exemple co-développement. Donc notre question à Monsieur Dassigny et à l'ADEME, elle est aussi en rapport avec cet angle-là, c'est comment outiller les collectivités, comment leur donner les ressources, les argumentaires, parfois les supports techniques, pour les aider à aller plus loin et à massifier, on va dire, ces nouveaux modèles, tant sur le montage de projet que sur le financement. Bien, mais merci beaucoup pour cette question. Je vous salue tous et toutes. Commencer la semaine comme ça, c'est une bonne chose avec ce comité régional. Donc, j'en suis très content. Effectivement, sur cette question d'outillage, c'est important. Je crois que un des premiers aspects de la question, c'est clairement d'avoir une stratégie et d'avoir un cap qu'on se définit. Peut-être la première étape, c'est de se poser la question de la compétence de l'énergie. Est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas, parce que ça aussi, c'est des choses qui peuvent se poser, même si elle est désormais obligatoire dans les métropoles, elle se pose dans les collectivités locales. Et puis, une fois qu'on a décidé cela, effectivement, c'est de définir peut-être son schéma directeur des énergies, avec un volet énergie renouvelable. L'ADEME a fait une publication sur le sujet qui donne des clés, des orientations, et ça, je crois que c'est important de pouvoir définir ce cadre, et puis pour peut-être aller plus loin, de définir aussi dans ce cadre des évolutions, des innovations, peut-être mettre en lumière ce besoin d'embarquer le citoyen au travers de projets innovants.
Jean-Jacques et Nicolas l'ont évoqué, il y a une multitude d'outils. Je ne vais pas revenir sur le sujet, que ce soit Starter, ENR, voilà, mais peut-être mettre en lumière une spécificité et ce qui est en train de se monter, ce réseau de conseillers photovoltaïques éoliens qu'on essaye de faire émerger pour apporter un conseil neutre, factuel auprès des plus petites collectivités. Donc, on est en train, avec la communauté de travail, de sélectionner ces animateurs qui vont rayonner sur l'ensemble de la région. Il y a des outils de formation. Il y a une formation qui s'appelle Climat 42 qui rappelle l'essentiel sur les projets d'énergie participatif et citoyen. Il ne faut pas hésiter à aller la mobiliser. Et puis, il y a, vous l'avez aussi évoqué, il y a des outils de financement au travers de la SPL OSE. Et puis, il y a un outil ENR site qui est porté par la Banque des territoires, le Crédit coopératif et l'IRCANTEC, qui doit permettre effectivement là aussi de venir renforcer et de dérisquer ces projets qui parfois peuvent être un peu plus compliqués. Voilà. Et puis bien sûr, vous connaissez le prisme de l'ADEME sur les réseaux de chaleur, les grands réseaux de chaleur, mais aussi les plus petits réseaux de chaleur. On veut vraiment donner un coup d'accélérateur sur ces réseaux, des études de faisabilité, mais le fonds chaleur qui peut intervenir notamment sur le contrat de chaleur renouvelable qui doit pouvoir soutenir des plus petits projets. Et notre ambition à 2022, c'est de couvrir 80% du territoire par ce contrat de chaleur renouvelable. Voilà, une stratégie, des outils qui doit nous permettre de construire un plan d'action collectivité par collectivité, qui doit permettre d'accélérer les projets de transition écologique, qui doit nous permettre, comme vous l'avez dit, de mieux impliquer tous les acteurs du territoire et notamment les citoyens en les embarquant dans ces projets citoyens, parce que cette transition écologique, c'est l'affaire de toutes et de tous. Et puis, c'est des plans d'action qui doivent permettre de faire bénéficier au territoire des retombées économiques. Voilà, donc je crois que c'est un enjeu important et cette réunion est importante. Avant juste de vous saluer et de vous souhaiter une très bonne réunion, un petit clin d'œil à Yannick Mathieu, qui était le directeur régional adjoint de la DREAL, qui a souvent ouvert ces réunions. J'ai appris la semaine dernière qu'il était nommé délégué interministériel pour l'accompagnement des territoires dans leurs projets de transition écologique. Le titre doit être un petit peu différent. Voilà, je voulais saluer son action dans notre communauté de travail, et je crois qu'il part dans cette mission très riche de tout ce qu'on a pu faire ensemble, la communauté de travail, et puis surtout de tout ce que vous, collectivités, avez apporté dans ce réseau. Donc, je suis certain que ce sera une source d'inspiration extrêmement importante dans ces nouvelles fonctions. Donc, pleine réussite à lui dans ces nouvelles fonctions. Jean-Jacques, tu n'hésiteras pas à lui faire passer ce message. Tout à fait. Très bonne réunion à toutes et à tous. Comptez sur moi. Ça marche. Merci beaucoup. Très bonne réunion. Merci, Jérôme. Eh bien, j'enchaîne avec l'ordre du jour là, de cette journée qui est un peu raccourci parce qu'on est bien conscient que la vie en visio, elle a ses limites. On va donc enchaîner avec, et ça rebondit sur les propos de Jérôme, sur le rôle du SDE, sur un petit cadre d'intervention du syndicat mixte des Scott Voice Centrale que je vais présenter juste après. Ensuite, c'est Alexis Monteil du Clair qui nous fera un petit panorama sur une petite demi-heure. C'est un peu notre grand témoin de la journée sur ces différents types de projets, ces montages un peu innovants qu'on commence à voir émerger un peu partout dans la région et au-delà, parce que le Clair a la chance d'avoir une vision très supraterritoriale à l'échelle nationale, voire européenne.
Un petit temps d'écoute active pour voir ce que vous en aurez retenu, et puis pour faire émerger aussi des problématiques qu'on voudra adresser l'après-midi. On vous expliquera tout ça à ce moment-là. Et on conclura la matinée sur 4 retours d'expérience qu'on a pu mobiliser sur le territoire de 11h à 12h30. On aura tous bien mérité de faire une petite pause alors et on se retrouvera à 14h pétante pour un petit temps d'actualité avec la CRT qui nous dira un petit peu qu'est-ce qui se passe sur la région autour de ces thématiques-là. Et on travaillera donc ensuite en sous-groupe, en atelier. Alors, je ne peux pas encore vous dire les intitulés exacts de ces ateliers, vu que vous l'avez compris, ils seront définis en fin de matinée. Mais ça nous laissera 1h30 avec des experts qu'on a pu mobiliser sur ces différents sujets pour essayer de discuter des freins, des leviers qui existent et des outils et de la méthode qui pourraient vous être apportés si vous voulez vous lancer sur vos territoires sur les projets qui auront été présentés. J'enchaîne avec un petit peu le cadre. Quand on parle un petit peu de posture de la collectivité, il y a des grands écarts de celle qui se met en position purement réglementaire, minimaliste, jusqu'à de la facilitation, de la participation, de la gouvernance, et puis même une maîtrise totale du sujet. Ce qui nous intéresse là, et c'est aussi comme ça qu'on a pensé cette journée, c'est de partir de la réflexion de schéma directeur, parce que ça permet de mettre autour de la table toutes les parties prenantes autour d'un développement maîtrisé des ENR avec des potentiels qui sont qualifiés et du coup des acteurs qui se mettent d'accord sur les dizaines d'années à venir de développement de projets ENR. Mais en fait, quand on a cette réflexion, forcément, on se positionne sur des futurs montages de projets. Et ils peuvent être très différents selon le type de ENR, selon le type de potentiel, selon le type d'acteurs présents sur vos territoires. Et puis, il y a peut-être un peu cette dualité, c'est que on parle de projets innovants aujourd'hui, mais on parle aussi de massification de la production ENR, qui demande aussi des schémas un peu standardisés pour gagner du temps et aller plus vite. Donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir du recul sur quelque chose qui est nouveau et de pouvoir ensuite le standardiser. Donc, on s'est retrouvé un petit peu quand on a commencé à aller chercher à droite à gauche des exemples un peu innovants sur le fait qu'on n'avait pas toujours du recul. Vous le verrez, c'est plutôt axé co-développement aujourd'hui parce que c'est des projets qui sont un petit peu plus matures. Et nous, on voit un peu ce comité régional comme une première étape vers d'autres comités sur le sujet des montages innovants qui, d'année en année, vont être un peu plus consolidés et qui nous permettront d'avoir un peu plus d'exemples à vous présenter. En tout cas, ça me permet de lancer la démarche en introduisant du coup Fanny Ménieux, qui est chargée de mission énergie au syndicat mixte du SCOT des Vosges centrales et qui va faire une présentation à deux voix avec Nicolas Brown, qui lui est élu en charge de l'aménagement durable et de l'énergie à la ville d'Épinal. Alors, j'espère qu'on vous entend bien et qu'on vous voit bien pour que vous puissiez… Moi, je suis là, oui. Eh bien, c'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Et Fanny aussi. Tout à fait. Eh bien, allez-y. Très bien. Très bien. Donc, dans cette présentation, on va aborder les 4 points présentés ici. Du coup, je vais laisser la parole à Monsieur Braun pour raconter la petite histoire du territoire des Vosges centrales. Merci, merci Fanny. Donc là, on peut voir un peu l'évolution en matière d'énergie sur le territoire. Donc tout d'abord, la base de notre territoire. Donc on est, pardon. Donc on est un département évidemment éminemment forestier. Donc le point de départ en matière d'énergie, c'est la valorisation des ressources biomasse et l'hydraulique spécifiquement. Donc c'est dû aussi à une histoire industrielle puisqu'on avait énormément d'entreprises textiles qui puisaient leur énergie dans l'hydraulique. Donc, c'est les 2 premières sources de production d'électricité et de chaleur renouvelables dans le département. Dans les années 90 et 2000, il y a eu une forte démarche de développement des réseaux de chaleur, principalement liés aux collectivités,
on a des industries qui utilisent du bois dans leur process, donc on a des papeteries qui en utilisent beaucoup, et puis on a une filière bois extrêmement développée. Mais il y a eu un gros développement dans les années 90-2000 de réseaux de chaleur de collectivités. On avait un partenariat à l'époque avec l'ADEME et la région, et on avait à peu près, en moyenne, c'était 80% des projets lorrains qui étaient vosgiens. Donc, il y avait vraiment une belle dynamique. Une autre étape, c'était en 2007. 2007, donc on a réalisé une thermographie infrarouge aérienne sur Épinal-Golbet, donc on va dire le pôle urbain principal sur le SCOT. Et on a mis en place à cette échelle-là également, puisque la communauté d'agglomération à l'époque ne comprenait que ces deux communes-là. Donc, on a mis en place un soutien à la rénovation énergétique de l'habitat et l'utilisation des écomatériaux donc, et par la ville d'Épinal et par la communauté d'agglomération Épinal-Golbet. Étape suivante, en 2011, donc on a réalisé un bilan carbone, donc à ce niveau-là de territoire, donc Golbet-Épinal, qui a permis l'élaboration d'un plan climat territorial qui n'était pas une obligation réglementaire, donc c'était une vraie volonté politique. Et la mise en œuvre d'un programme d'action a été soutenue par l'ADEME et la région dans le cadre de programmes européens et animé par un agent territorial dédié. Donc, c'est le premier agent spécifiquement à énergie qui a été embauché à l'époque à l'échelle du SCOT. 2014, le poste est maintenu. D'ailleurs, il existe toujours puisque Fanny est parmi nous. Et une étude de planification énergétique territoriale a été réalisée en régie qui permet d'intégrer les objectifs du plan climat dans la révision du SCOT. Alors, c'est un peu ça la spécificité de notre territoire, c'est qu'on n'a pas mis en œuvre un SDE, mais on a intégré les objectifs du plan climat dans le SCOT, directement dans le SCOT, dans la révision du SCOT pour les Vosges centrales. En 2015, le syndicat est labellisé TEPCV, ainsi que l'intégralité des intercommunalités qui le constituent. Donc, voilà un peu la situation où on est à l'heure actuelle. Je repasse la parole à Fanny pour la suite. Merci. Donc, vous l'aurez compris, c'est grâce à l'ensemble de toutes ces étapes historiques qu'on peut comprendre voilà, la jeunesse de ce schéma structurant. Nous, on n'a pas appelé ça un schéma directeur, mais c'est bien un schéma structurant des énergies renouvelables. Et comme l'a dit M. Brun, que ça vient avant tout voilà, d'une politique énergétique qui est volontariste. Et donc c'est bien à l'issue de ce plan climat, donc les anciens plans climat, les PCET. Et dans ce cadre de ce PCET, donc le syndicat a initié de nombreuses actions et qui ont contribué voilà, au partage d'une vision commune et à la volonté d'intégrer la thématique de l'énergie dans la révision du SCOT. Donc, mon prédécesseur, Jacques Grondal, qui était chargé de mission climat-énergie, a réalisé une étude en énergie renouvelable pour approfondir cette question qui a été peu abordée dans ce plan climat. Et cette étude s'est concrétisée par une préfiguration de ce schéma structurant des énergies renouvelables qui a été affinée grâce au fonds TEPCV entre 2015 et 2018, avec l'appui de cabinets extérieurs. Je veux bien la diapositive suivante, merci. Les études donc, menées en régie par le syndicat, ça a conduit voilà, à en faire un outil d'aide à la décision, à l'intention des élus. L'une des premières études, elle visait en fait à intégrer dans le SCOT une stratégie de planification énergétique territoriale. Et la seconde étude fait suite à ce profil énergétique pour permettre en fait de caractériser les consommations et les productions énergétiques
pour en fait définir le potentiel en énergie renouvelable et de récupération des Vosges centrales. Et dans la continuité de ce travail, il y a eu un complément d'études pour en fait approfondir la faisabilité technique et économique de chaque filière des ENR. Et cette expertise, elle a contribué à l'élaboration de la stratégie énergétique du territoire à court terme et à moyen terme à travers la définition de ce fameux schéma et également d'une feuille de route pour alimenter en fait la future révision du plan climat. Donc, le schéma structurant des énergies renouvelables et de récupération a été défini dans le cadre du programme national TEPCV et a servi en fait de cadre de référence dans la révision du SCOT et également du PCET, les nouvelles générations des plans climat. Et cette démarche a été réalisée sur 3 communes pilotes de notre territoire. Et contrairement à l'étude de planification énergétique qui a été menée en régie, ce schéma a été élaboré avec l'appui technique de cabinets extérieurs. Donc, dans le cadre de l'élaboration d'études et de la mise en œuvre du schéma, il y a eu de nombreux freins qui ont été rencontrés, donc notamment une réalité de terrain face à la mise en œuvre de cette planification où il y avait une nécessité de sensibiliser les nouveaux élus locaux. Également, en fait, une difficulté d'obtenir des données, notamment auprès des gestionnaires de réseau. Et encore des conflits d'usage que l'on rencontre dans le milieu de l'urbanisme. Ensuite, on peut rencontrer comme autre obstacle un manque de fonds financiers, mais pour le territoire des Vosges centrales, celui-ci a été dépassé grâce aux subventions obtenues de l'ADEME et également de la région dans le cadre du programme TEPCV. Et ce qui a permis d'animer et financer notamment les actions du premier plan climat. Ensuite, pour remédier à des manques d'ingénierie au niveau des collectivités, des moyens humains ont été renforcés en termes d'accompagnement au niveau intercommunal sur divers domaines, que ce soit habitat, énergie renouvelable ou bien mobilité. Et également par la création d'un poste de thermicien qui était essentiellement dédié aux collectivités. Et enfin, donc, pour mieux valoriser ces démarches de planification énergétique, la ville d'Épinal et également la communauté d'agglo d'Épinal ont été reconnus Cap Citergie. Si je peux me permettre, Fanny, oui. Donc la ville d'Épinal est déjà Cap Citergie et s'engage dans la démarche Citergie. Parallèlement, l'agglomération, donc en partenariat et en synergie, elle s'engage seulement dans la démarche Citergie. Donc il y a un petit décalage, mais en tout cas, on travaille. On a eu la visite annuelle de l'ADEME pour les gens de l'ADEME qui sont présents. Qui s'est très bien passé et qui montre bien justement la bonne complémentarité des 2 collectivités sur ce domaine-là. Très bien, merci pour ce complément. Et encore un autre point, donc le travail du SCOT sur cette planification énergétique était nécessaire et le résultat est satisfaisant. Seulement, il reste encore une étape, c'est la mise en compatibilité entre le SCOT et les documents d'urbanisme inférieur, notamment les plans locaux d'urbanisme. Et cette démarche-là est assez déterminante. Et donc, c'est bien pour ça que je suis chargée de mission énergie au sein du SCOT. Ça fait partie de mes principales missions. Si je peux me permettre, je crois que la demande, c'était vraiment sur ces problématiques d'obstacles rencontrés dans notre démarche. Donc, si je peux compléter, je voulais juste rajouter que
une des difficultés qu'on a eues, parce que moi j'ai vécu un peu tout l'historique de cette démarche-là, une des difficultés qu'on a eues, c'était l'évolution des territoires au niveau du SCOT. C'est que la communauté d'agglomération, il faut bien comprendre qu'elle a commencé à 2 communes, Épinal-Golbet. Ensuite, on a eu 26 communes. Et ensuite, on est à 78 communes là. Sur l'ensemble du périmètre du SCOT. Et le périmètre du SCOT a évolué aussi, puisqu'on avait d'autres cantons qui étaient les cantons de Bruyères et de Rambervillers qui sont partis. On a récupéré un autre canton, c'est Mirecourt-Dompère. Donc, le territoire actuel, c'est la communauté d'agglomération d'Épinal et la communauté de communes de Mirecourt-Dompère. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chaque fois que des nouveaux élus arrivent, il faut réexpliquer la démarche, resensibiliser. Donc ça, c'est vraiment un énorme travail. Et puis, les problématiques ne sont pas forcément les mêmes entre les communes rurales, les communes urbaines. Donc, il y a une complémentarité à trouver à ce niveau-là. Et en matière d'ingénierie, on a eu aussi la chance d'avoir l'appui par l'ALEC, l'Agence locale d'énergie et du climat, qui s'est mis en place en parallèle de la démarche et qui a renforcé un peu l'accompagnement des collectivités rurales dans ces domaines-là. Voilà. Merci. Effectivement, ce qu'on voulait aussi montrer à travers votre retour d'expérience, c'est que finalement, ces schémas directeurs ou ce type de démarche structurante, c'est aussi possible pour les territoires plus ruraux. Et donc, c'était intéressant pour nous d'avoir votre témoignage parce qu'on a un peu tendance à penser que les SDE aujourd'hui sont surtout réalisés par des grandes agglomérations. Mais en vérité, on voit que ce n'est pas le cas. Ça vous a amené aussi à vous poser tout un tas de questions sur le montage et le développement de projets. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, peut-être juste conclure en 2 petites minutes pour laisser ensuite la place aux questions? Oui, bien sûr. Fanny? Là, vous avez un peu la liste des premiers résultats de cette démarche-là. Donc, la transition énergétique est le deuxième fil conducteur du SCOT. Ces dernières années, à l'occasion de la révision du plan climat qui a été approuvé lors de ce premier semestre de cette année, on a toute une continuité de cette stratégie qui est notamment assurée par la démarche Citergie auprès de nos 2 EPCI, donc la communauté d'agglo d'Épinal et la communauté de communes de Mirecourt-Dompère. Ensuite, ce qui a été créé, c'est une SEM, donc une société d'économie mixte, Terre ENR, créée en fin 2009, et un peu considérée comme le maillon manquant dans ces jeux d'acteurs locaux pour amorcer le moteur économique du territoire et financer des changements de modèles énergétiques à plus grande échelle. Et ensuite, il y a eu un observatoire Naviscot qui est développé par Burgiap et Business Géographique qui permet en fait d'accompagner les projets de nos communes et de permettre en fait de les cartographier. Voilà pour conclure. Merci. Merci beaucoup. Moi, ça m'interroge aussi de savoir si parmi les participants, il y a des territoires qui se questionnent sur le sujet, qui veulent se lancer sur ce type de démarche. Je ne sais pas si certains ont des réflexions en cours. N'hésitez pas à poser vos questions aussi sur ce qu'a fait. Laetitia Pelleret, je ne sais pas si vous m'entendez. On a quelqu'un, oui. Laetitia, on t'entend, ouais. Bonjour, Laetitia Pelleret de la CAPCA, agglomération Privas-Centre-Ardèche. Du coup, donc nous, on a un territoire relativement rural, 44 000 habitants, 42 communes, et on lance actuellement un schéma d'orientation des énergies renouvelables. Donc, on est sur un document vraiment de premier niveau, qui n'est pas un document au sens programmatique du terme actuellement, mais vraiment un schéma d'orientation pour connaître
notre potentiel, sa répartition, quels sont les différents types d'énergie qu'on peut mobiliser aussi bien en renouvelable qu'en énergie de récupération, et s'en servir comme un outil justement de mobilisation des communes, des différents services de l'agglo, et nous aider dans la définition de notre stratégie au cours du plan climat. Donc voilà, votre retour d'expérience était très intéressant là-dessus. Nous, on a travaillé c'est une réflexion aussi suite à une demande. Donc, on a un groupe bidépartemental d'animation des plans climat qui est animé par les 2 syndicats d'énergie de Rhum et Ardèche. Ils nous avaient justement fourni un peu des indications et des modèles de cahier des charges à ce niveau-là. Donc, on se saisit un peu de cette démarche avec les syndicats d'énergie. Et voilà, donc là, on en est au tout début. Notre consultation va paraître la semaine prochaine, si tout se passe bien. Si vous voulez des précisions sur notre démarche, n'hésitez pas à contacter Fanny. D'accord, merci beaucoup. Il y a Pauline Tessier aussi qui nous dit que la CAPI va lancer un SDE prochainement. Pauline, n'hésite pas à en dire un mot. Il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole peut-être, que j'ai coupé. Oui, je voulais rajouter que sur notre site internet, voilà, il y a aussi plein de ressources sur lesquelles on peut s'inspirer. J'ai mis en ligne le lien, effectivement. Merci. Et il y avait juste une petite question pour terminer avant de laisser la parole à Alexis Duclerc sur le fait de passer à l'échelle Scott. Est-ce que ça avait donné plus de force dans la négociation avec les grands opérateurs? Alors, avec les grands opérateurs en matière d'énergie, c'est ça pas spécifiquement. Après, ça a permis dans toutes les réunions qui ont eu lieu d'avoir des échanges avec tous les gestionnaires des réseaux d'énergie. Donc ça c'est toujours intéressant. Et il y avait des gens comme l'ONF, comme la forêt privée. Donc l'ensemble des acteurs ont été mobilisés. Après, ce qui est intéressant quand même de travailler à l'échelle du SCOT, c'est que derrière, il y a quand même des contraintes réglementaires liées aux documents PLU, etc. Et quelque part, ça donne quand même une légitimité entre le SRADET et les documents d'urbanisme. Donc, on est positionné quand même dans un domaine assez sensible et qui intéresse les collectivités. Donc, on peut faire passer des messages par le biais des SCOT. Et d'ailleurs, le président du SCOT des Vosges centrales est également, donc c'est Michel Heinrich, qui est également président de la Fédération des SCOT de France. Et il prêche la bonne parole aussi au niveau national sur ces domaines-là. Eh bien, super, eh bien, merci beaucoup. On voyait aussi là dans le fil des discussions que du côté de Sébastien Hérault, il y avait aussi une volonté de lancer une consultation. Donc, on voit que c'est des démarches qui portent leurs fruits et qui sont des belles premières étapes. Pour ne pas prendre plus de retard que ça, je vais laisser Quentin introduire Alexis. Merci à tous en tout cas. Eh bien, merci à vous. Merci. Effectivement, on vous propose de passer au deuxième temps sur donc notre grand témoin, Alexis Montel-Duclerc, qui va nous faire le panorama des modèles innovants qu'on va aborder dans la journée. Merci à vous, merci pour l'invitation. Donc, je m'appelle Alexis Montel-Duclerc, je travaille au Clair, je suis responsable de projet énergie renouvelable. Alors peut-être que je vais revoir un peu l'ambition quand même de ce panorama des modèles innovants. En effet, en tout cas, il m'était demandé de dresser un peu un panorama de ce qui peut exister, ce qui peut se faire à différentes échelles. Et donc, de ce point de vue-là, il me semblait en effet intéressant de vous présenter différentes démarches et différentes dynamiques en cours. Très succinctement, vous connaissez, je pense pour la plupart, le CLAIR, Réseau pour la transition énergétique, qui anime le réseau des territoires à énergie positive depuis 11 ans maintenant à l'échelle nationale. Donc, le CLAIR, c'est plus de 300 adhérents en France et une centaine de collectivités, dont du coup un certain nombre de ressources sur le site TEPOS, comme notamment les
les téléconférences avec plusieurs exemples de SCOT et de territoires qui ont intégré justement le développement des ENR de manière stratégique dans le SCOT. Par ailleurs, juste deux ressources à vous signaler, deux ressources récentes que Leclerc a publiées. La première, en 2020, c'était le rapport Valeurs locales, ou comment créer, ou comment la transition énergétique et notamment les énergies renouvelables sont créatrices de valeur au pluriel sur le territoire, avec un certain nombre de récits justement de territoires qui ont intégré les énergies renouvelables, pas simplement avec un objectif énergétique, mais aussi avec un objectif du coup de développement local, développement territorial. Et puis, dernier rapport qui est sorti il y a quelques semaines sur l'articulation des démarches méthodologiques, comment faire le lien entre PCAET, Citergie, les contrats de transition écologique, quelles sont les bonnes questions à se poser pour arriver à articuler tous les dispositifs, notamment nationaux, à différentes échelles, et pouvoir conduire le projet de transition du territoire sans suivre uniquement les dispositifs de soutien. Alors peut-être juste un élément de contexte, ça n'a, enfin je me permets quand même de commencer par quelques éléments, on va dire, un peu négatifs, et puis après je vais aller uniquement vers du positif, soyez-en sûrs. Peut-être juste pour rappeler quand même que c'est un peu passé comme une lettre à la poste, mais la France n'a pas atteint ses objectifs d'énergie renouvelable 2020. Donc objectif contraignant au niveau européen, se situe bon dernier sur la liste des pays européens par rapport aux objectifs à atteindre, hein, donc en termes de retard par rapport à la cible, et que la production d'énergie renouvelable a stagné en 2020. Et donc, pour rappel, au niveau national, on était à 19% d'énergie renouvelable donc à fin 2020. L'objectif, pour l'instant, est de 32% d'ici 2030, donc ce qui suppose une véritable accélération dans la dynamique. Rappeler, ça a été dit bien sûr que les collectivités ont un certain nombre de compétences et d'obligations en la matière, en matière de production d'énergie renouvelable. Et puis également signaler que et c'est peut-être la première innovation qu'il convient, à notre avis, de relever, c'est bien celle de la montée en puissance du portage politique des collectivités sur la transition énergétique en général et les énergies renouvelables en particulier. Et de ce point de vue-là, notamment, je vous invite à consulter une étude récente de l'Association des communautés de France, de la DCF, sur la place des collectivités dans le développement des énergies renouvelables, et qui montrait qu'en effet, déjà, la majorité des collectivités avaient déjà mené des projets, qu'aujourd'hui, l'enjeu était bien de passer à l'échelle suivante. Si tu peux passer, Quentin, merci. L'enjeu qui est un enjeu assez prégnant autour du développement des énergies renouvelables, c'est bien celui de la question des retombées et des ressources locales, puisque la production d'énergie donne aux collectivités des ressources significatives et apporte des retombées qui peuvent être éventuellement bien plus importantes que les seules retombées fiscales, hein, ce que vous voyez sur la partie basse, on va dire, du schéma. Dans le cas d'un portage externe, la collectivité, le territoire bénéficie des recettes fiscales. Lorsque le projet est maîtrisé territorialement, du coup, s'ouvre la possibilité de bénéficier d'autres types de retombées, et notamment celles associées aux emplois, prestations locales ou aux revenus de l'investissement local. Par rapport à cela, c'est aussi pour cela que, même si Leclerc porte, soutient et la démarche Négawatt, en effet, de commencer par travailler sur la sobriété, puis ensuite sur l'efficacité énergétique, et ensuite sur les énergies renouvelables, il nous semble qu'aujourd'hui, et au vu des enjeux, on n'a ni le temps ni la possibilité de procéder par étapes, mais qu'aujourd'hui, il faut faire de la sobriété et de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables, et qu'une des problématiques qui se posent, c'est bien que les énergies renouvelables, justement, ont des modèles économiques, créent de la valeur qui permettent ensuite, justement, de pouvoir investir dans la sobriété et dans l'efficacité énergétique, qui sont des secteurs sur lesquels, aujourd'hui, les modèles économiques sont quand même bien plus nouveaux, ou en tout cas au stade de l'expérimentation.
Peut-être que, juste en concluant sur cette diapo, ce que l'on invite du coup, en effet, les acteurs territoriaux à assumer, c'est finalement une posture qui est celle de considérer qu'il n'y a pas de fatalité à l'envergure d'un projet, que ce soit un projet structurant ou un grand projet euh, euh, d'énergie renouvelable et pour du coup paraphraser éventuellement un groupe d'humoristes des années 90, il n'y a pas de bon ou de mauvais projets ENR, mais il y a des projets pensés par les territoires, en tout cas des projets qui peuvent être pensés par les territoires, et c'est bien l'enjeu de cette dynamique, en tout cas de ce que l'on cherche à travailler au niveau du réseau TEPOS. Peut-être justement pour signaler donc, comme je disais tout à l'heure, la première innovation qui nous semble être assez forte depuis 10 ans, c'est la dynamique territoriale qui est présente, donc notamment la dynamique de projets citoyens. Aujourd'hui, plus de 220 projets citoyens recensés par Énergie Partagée sur les 5 principales filières, et tout en sachant que les projets 100% publics, hein, donc les projets que vous menez en propre, notamment en régie, ne bénéficient pas d'un reporting spécifique, donc ne sont pas comptabilisés dans cette démarche, mais on voit qu'il y a une dynamique de projet depuis 10 ans qui est assez forte depuis le Grenelle et qui a pris un second coup d'élan avec le projet de loi transition énergétique. Peut-être rappeler pour prolonger le message de M. Dassini tout à l'heure, un récent sondage d'Enercop montre que près de 2/3 des Français sont prêts à participer et ou à financer un projet d'énergie renouvelable à proximité de chez eux. Donc des chiffres qui illustrent une tendance forte à la territorialisation, on va dire, des projets d'énergie renouvelable. Si on peut aller ensuite. Et puis en lien avec du coup la démarche ou la structuration, on va dire, du portage par les collectivités. Historiquement, les collectivités ont eu recours à des sociétés intermédiaires, comme l'ESSEM, pour réaliser des projets de production NR. Et aujourd'hui, on voit que donc, ces sociétés qui sont fréquemment portées par les syndicats d'énergie se multiplient et croissent fortement. Aujourd'hui, on compte 128 entreprises publiques locales intervenant sur les énergies renouvelables, donc en première ou en seconde acte, enfin, de différentes manières, et notamment on voit une belle augmentation de près de 40% depuis 2016, donc avec l'effet de la loi de transition énergétique dans la structuration d'une ingénierie pour porter des projets d'énergie renouvelable, ingénierie à la fois de montage de projet, mais aussi ingénierie financière et d'investissement. Arrêtez là pour ce point-là. Ainsi, peut-être aussi un autre point qui est intéressant de noter, qui ne transparaît pas sur les deux cartes, c'est aussi la démarche d'accélération, la dynamique des autres types d'opérateurs énergétiques territoriaux, et notamment les opérateurs de type coopératif. Aujourd'hui, par exemple, le modèle Enercop a essaimé à l'échelle de quasiment toutes les régions et porte des projets d'énergie renouvelable. Et puis également, on a la dynamique très forte, et notamment en Auvergne-Rhône-Alpes, de coopératives citoyennes qui aussi participent à justement, finalement, continuer, prolonger le maillage territorial en matière d'opérateurs énergétiques et donc de structures en capacité de porter des projets. Donc l'enjeu à côté bien sûr de tout cela, c'est de prolonger, de poursuivre et de favoriser l'intégration territoriale des projets ENR. Si tu peux continuer, Quentin, en précisant qu'il existe bien sûr une diversité de portage des outils et des modèles de financement selon la posture que la collectivité souhaite adopter au sein du projet, et même plus généralement en termes de stratégie territoriale. L'enjeu premier est bien celui de changer une posture
passif de consommation à une posture active de soutien, de facilitation, voire de portage de projet. C'est déjà un premier virage important et il me semble que toutes les collectivités présentes l'ont fait aujourd'hui et c'est déjà un premier point fort à soulever et à mettre en avant. Les projets ENR, du coup, peuvent être distingués selon deux axes, et c'est un peu le sens du schéma que vous avez sous les yeux. L'ambition, donc, en ordonnée de maximiser les retombées économiques et sociales, donc c'est les projets réalisés pour tous, et en abscisse, l'ambition plus ou moins prononcée des acteurs territoriaux de participer à la gouvernance ou aux prises de décision donc des projets, c'est le démarche par tous, et sachant que bien évidemment ces deux peuvent être distingués selon les filières et selon les enjeux du territoire, avec donc des projets qui peuvent être à 100% externes, donc portés par un seul opérateur extérieur au territoire, avec une faible implication des acteurs et notamment des collectivités, des projets en co-développement avec une implication forte des acteurs territoriaux dans la gouvernance et le financement du projet dès son initiative, dès son émergence. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet puisqu'il y aura d'autres présentations à ce sujet par la suite. Et puis, un portage territorial avec des projets avec une implication totale des acteurs territoriaux dans la gouvernance et le financement du projet, sachant que, comme vous le voyez sur le schéma, il n'y a pas de frontière bien nette. Finalement, on est à chaque fois sur des projets qui vont se situer quelque part sur cet échiquier, selon les acteurs en présence et les souhaits et aussi les possibilités, bien évidemment, des acteurs territoriaux. À noter, et c'est aussi important, que les montages économiques des projets varient selon les filières, selon les phases de projet. Et bien évidemment, les questions de portage se posent différemment pour un projet éolien, un projet photovoltaïque d'un côté, par rapport à un projet de méthanisation, par exemple, au sens où ces projets de méthanisation ou de bois énergie ont un enjeu et des risques spécifiques sur la période d'exploitation, hein, liée à la sécurisation des ressources, que n'ont pas des projets éoliens ou photovoltaïques, par exemple. Désolé, Alexis. L'heure passe. Ouais, on a pris un peu de retard déjà. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, tout à fait. J'ai dit, bien 5 minutes pour l'ensemble des slides, tu crois que c'est jouable? C'est un défi que je te lance. Tout à fait. Je vais passer vite. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple du syndicat des Vosges centrales. L'enjeu premier, c'est de bien définir le projet de la collectivité pour choisir un mode d'intervention adapté, de manière à pouvoir enclencher une dynamique. On peut passer du coup, Quentin, des palettes d'outils qui existent en fonction des objectifs recherchés, selon là où en est la collectivité. Il nous semble que, en tout cas, c'est important de signaler que l'enjeu quand même aujourd'hui, c'est avant tout de faire sortir des projets et que tous les territoires, toutes les collectivités qui se lancent dans des démarches de planification à travers des schémas directeurs, à travers l'intégration des sujets énergie dans les SCOT, sont des collectivités qui ont déjà eu l'expérience de se frotter au montage de projets, à l'accueil de projets sur le territoire, et qui visent ensuite à mieux planifier le développement, éventuellement mieux réguler aussi le développement de certaines filières. En tout cas, il nous semble important aussi de préciser que dans l'ensemble de la palette d'outils à disposition, le premier qui consiste à utiliser les outils de mobilisation pour connaître les porteurs de projets du territoire et voir de quelle manière la collectivité peut soutenir et faciliter le développement de projet, peut être une première bonne approche pour se frotter à l'exercice. Et de ce point de vue-là, notamment l'identification des collectifs citoyens intéressés et moteurs, une bonne manière pour rentrer sur la dynamique. En termes de stratégie, l'enjeu il nous semble que l'enjeu des retombées locales est justement l'objectif qui va influencer ensuite les autres curseurs. Quand on parle d'autres curseurs, c'est les enjeux, c'est les curseurs de financement
de gouvernance et d'implication des citoyens, savoir finalement où est-ce que la collectivité veut se situer en matière de prise de risque, en matière d'investissement, en matière de place dans le processus décisionnel, va être fixé par cet objectif de définir, on va dire, à quel niveau de retombée locale la collectivité souhaite arriver pour ensuite définir les modes d'intervention dans les projets. Je ne vais pas aller plus dans le détail sur la question des on va dire un peu méthodos de comment positionner les curseurs selon les ambitions et les capacités du territoire. Je vous invite à consulter le guide que Leclerc a co-rédigé avec Espelia et Copawatt pour la Banque des territoires. Donc, qui s'intitulait « Comment mieux maîtriser le développement des énergies renouvelables sur son territoire » et qui fournit un certain nombre de retours d'expérience, de guides pratiques, une foire aux questions qui, je pense, vous donnera beaucoup de billes pour justement se poser les questions avant d'agir, bien définir les besoins, les projets souhaités et du coup voir de quelle manière s'impliquer dans le développement de projets, tout en sachant que l'enjeu, bien évidemment, de ce point de vue-là, c'est développer des projets d'énergie renouvelable dans l'intérêt des acteurs du territoire, ce qui ne veut pas dire, voilà, ce qui ne veut pas dire mettre en opposition le développement massif des énergies renouvelables et le développement des projets citoyens, mais bien les faire converger dans une stratégie territoriale. Pour aller plus loin aussi, bien évidemment, se rapprocher des réseaux d'accompagnement, syndicats d'énergie, réseaux de l'énergie citoyenne pour trouver des ressources et des retours d'expérience plus spécifiquement. Je ne vais pas, dans ce cas-là, présenter le retour d'expérience suivant sur un projet en co-développement dans le Nord, justement, une communauté de communes qui souhaitait travailler à la maîtrise et la régulation du développement éolien sur son territoire, mais vous en saurez plus en lisant le guide. Et je vais, dans ce cas-là, sur les quelques minutes qui me restent, juste préciser quelques éléments par rapport aux nouveaux modèles, puisque c'est vrai que souvent les nouveaux modèles où l'innovation a un peu le vent en poupe, c'est le cas par exemple sur le développement de l'hydrogène, même si on peut rappeler qu'une stratégie de transition énergétique se construit à petits pas et marche par marche, et que il est préférable de commencer par les premières marches plutôt que de commencer à faire le grand bond. Sur les éléments de contexte par rapport à ces nouveaux modèles économiques de l'énergie, le premier, c'est que à la fois on connaît aujourd'hui une hausse prévue, on va dire, prévisible des tarifs de l'énergie, et en même temps une forte compétitivité des énergies renouvelables dont les prix peuvent être maîtrisés dans la durée. Par ailleurs, des freins sur les modèles traditionnels de valorisation de l'énergie. Il faut, je ne sais plus qui disait ça, mais que finalement, l'innovation n'existe que lorsqu'on n'a pas d'autre solution. Et aujourd'hui, si des collectivités, si des producteurs, si des développeurs cherchent de nouveaux modèles de circuits courts de l'énergie, c'est que les modèles existants ne suffisent pas. Par exemple, on peut n'en citer qu'un. Aujourd'hui, les projets territoriaux de production d'énergie renouvelable, dans les faits, rencontrent des freins énormes pour répondre aux appels d'offres de la CRE. Et c'est bien pour cela que du coup se créent des modèles alternatifs de valorisation économique de l'énergie pour essayer de contourner ce problème. Et puis noter également que le premier ou l'une des innovations possibles pour faire évoluer les modèles économiques, c'est bien la question du changement d'échelle qui permet du coup de trouver de nouvelles pistes au déploiement et à la massification des énergies renouvelables dans les territoires. Et je voudrais du coup, à partir de là, peut-être conclure avec un exemple qui est celui du parc des Grands Causses, qui a travaillé sur le photovoltaïque sur les bâtiments des communes du parc, donc plus de 90 communes. Ce qui est intéressant de noter, c'est un territoire assez ambitieux, stratégie TEPOS à horizon 2030, et finalement qui avait travaillé sur toutes les filières, mais qui s'est rendu compte que le solaire en toiture des bâtiments publics finalement n'était pas du tout développé. Quelques communes avaient travaillé sur
sur ce type de projet. Et ce qu'a lancé le parc, c'est une démarche de mutualisation et de massification à l'échelle des bâtiments solarisables, on va dire, du parc, de manière à pouvoir partir sur un effet, de pouvoir utiliser un simple effet d'échelle. Hein. Donc, plutôt que de dire quels sont mes 10 ou 20%, quels sont les bâtiments les plus intéressants en matière de production solaire, ils sont partis plutôt sur l'idée de quels sont les bâtiments que les communes souhaitent ou n'ont pas d'opposition à solariser, de manière à ce que justement les projets les plus rentables financent les projets les moins rentables, tout en permettant aussi de financer des travaux connexes de type désavantage de toiture. Et donc, typiquement, là, sur ce premier volet de cette stratégie, le parc va installer 75 toitures solaires sur une trentaine de communes pour une puissance installée totale de 2,5 MW, donc et d'ailleurs avec du tiers investissement par une coopérative citoyenne. Est-ce que j'ai encore 2 minutes ou pas, Nicolas? Je dirais plutôt non. Peut-être qu'on peut désolé, on a pris un peu de retard, mais peut-être qu'il y aura des questions. Éventuellement, ça peut aussi susciter quelques échanges, tout ce que tu viens de nous présenter. Et puis, de toute façon, la présentation sera envoyée avec tous les éléments aux participants. Hein. Si tu peux juste, Quentin, peut-être mettre la dernière slide sur les actualités et perspectives. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat ou à l'oral hein, à poser à Alexis. Voilà, juste une dernière chose, il existe au niveau national un groupe de travail ENR à gouvernance locale qui vise notamment à identifier les obstacles et les mesures de soutien au développement de projets portés par les citoyens et les collectivités. On y travaille avec un certain nombre d'autres acteurs, énergie partagée, Amorce, FNCCR, etc. Et on a déjà listé une cinquantaine de freins concrets sur au développement de projets par les collectivités, que ce soit sur l'investissement, l'ingénierie, un certain nombre de ceux qu'on peut citer le parc. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à revenir vers moi également si vous êtes intéressé pour suivre un peu ces démarches. Merci beaucoup, Alexis. Il y a Jean-Baptiste Mouette des Monts du Lyonnais qui a une question. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Très bien. Ouais. Ça marche. J'ai pris un petit peu en cours. Merci Alexis pour cette présentation. Je voulais rebondir là sur cette actualité à la fin, sur le groupe de travail ENR à gouvernance locale. Du coup, j'avais une question. Est-ce qu'on entend de plus en plus dans les débats d'actualité qu'il y a des sortes de positions de plus en plus dogmatiques de la part de groupes de personnes sur la méta, sur l'éolien, etc. On en a nous-mêmes fait les frais récemment dans les Monts du Lyonnais. Du coup, ma question est la suivante. Est-ce qu'il y a une réflexion de la part des différents groupes et des différentes instances pour encourager des rôles de médiateurs sur les territoires? En tout cas, aujourd'hui, ça ne fait pas l'objet des discussions que l'on peut avoir. Et c'est vrai que par rapport à cela, on a plutôt cherché à axer. Donc, déjà, on peut saluer un souhait du ministère, et notamment de la ministre Barbara Pompili, de développer les projets portés par les citoyens et les collectivités. Et c'est vrai que dans le cadre de ce travail-là, on a plutôt souhaité travailler à lever les freins pour que les collectivités et les citoyens soient, on va dire, vraiment acteurs actifs des projets, plutôt que de les subir. Et il nous semble que c'est une partie de la réponse à travers également aussi, on l'espère, le déploiement des réseaux d'accompagnement, notamment le réseau COCOPEOP que évoquait tout à l'heure l'ADEME sur le développement d'un réseau d'accompagnement sur les projets éoliens et solaires. Mais en tout cas, l'idée de travailler sur des médiateurs n'a pas été un sujet évoqué. Mais je note. Il y a éventuellement une dernière question, une dernière remarque. Et s'il n'y en a pas, on peut peut-être passer au temps d'écoute active, faire une petite pause en quelque sorte. Merci beaucoup encore, hein, Alexis. De toute façon, tu restes avec nous toute la journée. Donc, si vous avez d'autres questions, vous pourrez aussi les poser directement à Alexis via le chat, par exemple. Lies, je te laisse nous dire comment on va fonctionner sur ce temps d'écoute active.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous, moi c'est Elias Etmekourta, je travaille chez Transition. Et du coup, pour faire une petite pause après toutes ces informations très riches et pour vous permettre justement de synthétiser un peu. On avait... Donc, ça y est, c'est revenu. Merci beaucoup. Et je vous propose, maintenant qu'on a traité du sujet de l'éolien avec la vision un petit peu développeur externe, de donner la parole à Monsieur Frédéric Ponchéry, qui est élu vice-président au développement durable à la communauté de communes Saône-Beaujolais. Je ne sais pas si vous nous entendez et si votre micro fonctionne, Monsieur Ponchéry. Normalement, il doit fonctionner. Parfait, c'est parfait. Bienvenue. Et donc, vous allez nous parler d'un co-développement format CMOP, on va dire, projet de méthanisation, donc vraiment filières différentes, contextes différents, tout aussi intéressant. Je vous laisse la parole. Oui. Alors, qui active le PowerPoint? C'est moi. Vous me faites signe si jamais je... Allez-y, vous pouvez passer à la slide suivante. Voilà, donc la démarche, le projet de méthanisation territoriale, je le précise bien, est porté par le syndicat de traitement des eaux usées, qui est situé à Belleville-en-Beaujolais, dans la porte des crues du Beaujolais, dans le Rhône. C'est 14 500 habitants. C'est un projet qui a vocation à s'asseoir sur un socle de bout de station d'épuration dans un rayon de 50 km. Et de s'appuyer aussi sur une des plus grosses distilleries de France. Il y a à peu près 5 distilleries majeures en France. Et donc, elle est déjà en face d'une ZAC. Et donc, on s'installerait directement en face de cette distillerie, puisqu'elle amènerait les boues rouges. Et on récupérerait probablement la chaleur fatale des condensats, qui permettrait d'économiser encore le biogaz qui sert normalement au process. Voilà. Et donc, on a besoin de s'appuyer sur du privé pour apporter toute la dimension agroalimentaire. On a quelques autres gisements qui sont des graisses d'industriels locaux qu'on plane déjà actuellement. Donc, on a choisi de faire le choix d'un outil. Je crois qu'il n'y a pas de méthanisation avec un portage CMOP actuellement. Les CMOP, il y en a moins de 100 en France. Elles sont surtout sur des destinations de traitement des ordures ménagères ou alors l'eau et l'assainissement. Et on a fait ce choix-là, je vais vous l'expliquer très rapidement. Le CITO, c'est un site un peu particulier puisqu'on a été la première station en France et peut-être même en Europe à créer un réseau de chaleur à partir de la récupération d'énergie fatale des effluents. Et donc, l'État demande maintenant aux autres communes qui le peuvent de faire la même chose. Et donc, on a été référencé par l'agence de l'eau, station d'épuration du futur, parce qu'on a plein d'autres choses assez innovantes sur cette station. Et donc, ça nous semblait vraiment intéressant d'avoir ce volet méthanisation et de le coordonner sur l'ensemble du territoire dans un rayon de 50 km. Voilà. Bien sûr, ça s'inscrit dans une démarche de la collectivité au total, puisqu'on est dans un TEPOS, dans un TEPCV, on a un PCAET qui était volontaire et puis maintenant qui est contractuel. Faut savoir que sur notre territoire, on a une particularité, c'est que tout est mutualisé. La ville-centre n'a qu'un seul directeur général des services avec la communauté de communes. Et tous les services sont mutualisés, c'est-à-dire que il y a 250 agents qui sont aussi bien au service du syndicat de traitement des eaux usées que de Belleville-en-Beaujolais, que de la communauté de communes et que deux autres collectivités. C'est ce qui nous permet d'être assez efficace et d'avoir des projets qui sont portés très collectivement. Et donc, on jongle d'un syndicat à une ville, à la communauté de communes. L'idée, c'était bien sûr de rentrer, même si c'est un projet qui est porté par le syndicat de traitement des eaux usées, c'est de rentrer pleinement dans la politique de la communauté de communes. Malheureusement, ces projets, vous savez qu'ils sont très longs à faire aboutir. Et donc, on a les premières études datent de 2012 et on est presque au bout de la course. Donc, là, si on peut passer à la slide suivante. Voilà, donc, je vous passe les études, les différentes études qui ont été faites. Quand même, une particularité, c'est qu'on a souhaité associer très étroitement, dès le départ, les chambres d'agriculture de l'Ain et du Rhône, puisqu'on est à la limite des deux départements. Et déjà, pour une première part, c'était sécuriser les agriculteurs de manière à ce qu'ils ne croient pas qu'on allait perturber leur plan d'épandage.
Et puis, parce que le monde agricole, on aimerait que ce dossier, c'est pour ça qu'on a choisi la CEMOP, on aimerait que ce dossier soit gagnant-gagnant pour tout le monde et que pour les agriculteurs, ça soit une source de revenus complémentaires. Donc, ça sera un des apports supplémentaires qu'il y aura dans cette unité de méthanisation. Et puis, bien sûr, la collectivité n'a pas attendu, elle a investi sur toutes les études qui pouvaient simplifier la venue d'un privé, puisqu'il y aura bien un privé qui va investir sur ce projet. Voilà, le plan d'approvisionnement, bien sûr, on a conventionné en amont avec des collectivités sur les gisements, notamment Villefranche, qui est la grosse collectivité à côté de nous, mais aussi d'autres collectivités sur les bouts de stations d'épuration. On a conçu cette unité de méthanisation intellectuellement comme un investissement. C'est-à-dire que le syndicat provisionnait pour se projeter dans 30 ou 40 ans pour une future station. Et plutôt que d'avoir de l'argent sur un compte qui finalement qui sert à rien et qu'on ne peut pas utiliser, on se dit que l'achat du terrain qui va représenter, qui fait à peu près 4,5 hectares dans une ZAC, on considère que c'est un investissement. Et donc, plutôt que cet argent reste sur un compte, on achète le terrain et on l'amène dans cette concession. Donc, fin 2019, lancement de la procédure de concession plus portage CEMOP. Alors, on a fait une étude juridique de tous les systèmes possibles et imaginables. Et à la fin, il restait la SAS, on va dire, et la CEMOP. Mais à l'époque, la SAS ne permettait pas encore l'entrée des collectivités. Mais on a réinterrogé cette question-là et on est resté sur le choix de la CEMOP parce que l'avantage dans la CEMOP, c'est que la collectivité reste à la présidente du conseil d'administration. Et donc, ça nous semblait vraiment intéressant à partir du moment où un privé investit et donc il y aura bien une délégation de service public, on insère entre les deux cette CEMOP qui, elle, sera dirigée, en tout cas par la présidence, par la collectivité, de manière à ce que ce projet continue d'être gagnant-gagnant sur tous les volets. Voilà, donc là, on était en consultation des entreprises, on vient d'invalider cette consultation parce qu'on avait deux offres, des offres qui ne nous convenaient pas pour X raisons. Par contre, on avait des offres techniques qui pouvaient être vraiment extrêmement intéressantes. Donc, on est en train de reconsulter, on a relancé la consultation qui devrait aboutir début septembre de cette année. Et donc, ce qui est prévu, c'est injection du biométhane à l'été 2024 pour une capacité de 250 normaux mètres cubes heure qui peuvent aller jusqu'à 400. Voilà, donc on va passer à la slide suivante. Donc, la CEMOP, donc ça serait une première. Normalement, il n'y a pas de CEMOP qui porte des unités de méthanisation actuellement. Donc, les risques, le risque, il est partagé avec une entreprise. Ça, c'est vraiment un choix des élus, c'est un choix de la collectivité, des collectivités chez nous, d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et donc, si on investit massivement, c'est aussi pour en partager les risques. Bon, alors, on croit à notre projet, donc on pense qu'il sera rentable, mais voilà, c'est un des risques possibles avec ce système. Donc, le syndicat va présider la CEMOP, comme je vous le disais, et donc le syndicat est donc actionnaire de cette CEMOP. La petite conséquence, c'est que alors c'est un projet qui va faire entre 10 et 15 millions environ. Le capital de la CEMOP n'est pas à cette hauteur-là, il sera aux alentours de 500 000 €, je pense. Et donc, le syndicat doit amener 34% du capital à minima. Donc, voilà, il y a encore quelques hésitations sur le chiffre exact, mais bon, ce n'est pas quelque chose qui est de l'ordre de l'infaisable. Sur la simplicité de procédure par difficulté particulière, je le tempère un tout petit peu. Les CEMOP demandent quand même beaucoup d'analyse juridique, mais bon, une fois qu'on s'est affranchi de ça et qu'on est bien accompagné, c'est quand même pas extraordinaire. Et le REX, peu de REX en CEMOP, alors sur les méthanisations, parce qu'il n'y en a pas actuellement, mais sur tous les CEMOP qui existent, et il y en a moins d'une centaine en France, franchement, on a eu du mal à trouver des retours négatifs. Et c'est plutôt, quand elles ont été bien pensées par les collectivités, quelque chose qui est très, très pertinent. Voilà, les leviers, les atouts, c'est l'implication très forte du maître d'ouvrage public.
Par contre, l'avantage, et l'usager il est de plus en plus friand, c'est la lisibilité pour lui, puisque la conseil d'administration est dirigé par la collectivité et qu'on peut donc communiquer en toute transparence. On a un terrain qui est déjà situé dans une ZAC, donc on garantit l'acceptation du projet, en tout cas par rapport à des projets privés en zone agricole. Et puis, les retombées économiques pour le territoire, on considère que ça va être un investissement et on compte bien que cet investissement soit rentabilisé dans les, on va dire, puisque sur la méthanisation, les tarifs sont fixes sur un certain nombre d'années. On espère bien que cette méthanisation bien entretenue reviendra au territoire à l'issue de la DSP et qu'elle elle aura un outil au bout d'une quinzaine d'années qui est quasiment neuf, et donc s'il a bien été entretenu. Et donc ça, plus l'allocation du terrain sur lequel a investi la collectivité, plus un terrain qui est dans une ZAC qui fait 275 hectares, qui est c'est la dernière en branche nord du Rhône, on se dit que c'est un très bon investissement. Voilà. Et donc, ce qui nous intéressait aussi, c'est bien sûr la transparence totale vis-à-vis des riverains et des usagers, et surtout une maîtrise de la communication en amont du projet, donc avec le choix d'animateurs extérieurs lors des réunions avec les riverains, un budget pour emmener les personnes voir des méthanisations, donc les opposants ou pas, même s'il n'y en a pas pour le moment. Et puis, bien sûr, l'acceptation sur le territoire de toute cette politique de massification du photovoltaïque ou d'autres énergies renouvelables. Et donc, la méthanisation en est totalement acceptée par les élus et jusqu'à maintenant par la population. Voilà. Alors là, bon, vous avez le schéma global. Bon, je ne pense pas que je vais le commenter. Je vais plutôt répondre aux questions s'il y en a, parce que là, ça résume tout ce que je vous ai dit. C'est juste un organigramme qui permet de présenter la place de la CEMOP entre la DSP et puis le syndicat de traitement des eaux à l'origine du projet. Merci beaucoup, M. Ponchéry. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée, des remarques par rapport à ce qui a été présenté par M. Ponchéry? N'hésitez pas à prendre la parole, encore une fois, à l'oral, ou à mettre vos questions dans le chat. Pas de questions? Si éventuellement, j'avais une question, Sébastien Hérault, Cœur de Savoie. C'est assez original, en fait, d'avoir choisi la CEMOP. J'avais envie d'avoir votre point de vue. Qu'est-ce qui vous a orienté directement, en fait, sur ce montage-là par rapport à d'autres montages type SA, SEM, etc., qui auraient pu être aussi pertinents? Alors, on s'est posé beaucoup de questions au départ, on ne savait pas trop, donc on a demandé une étude juridique qui balayait les différents principes, et finalement, c'est la CEMOP. Franchement, notre maître d'œuvre et notre AMO était plutôt défavorable, il disait mais pourquoi vous prenez des risques comme ça, faites une DSP comme tout le monde et ça sera très bien, vous aurez le résultat, vous aurez du biogaz injecté sur le territoire. Mais ça va au-delà. Notre projet, il est vraiment d'impliquer tous les acteurs et de faire qu'on peut réorienter le projet, non pas qu'avec la vision du privé qui sera sur la DSP, mais avec une vision purement collectivité. Et donc, c'est la recherche de suppression des odeurs sur l'épandage, c'est le complément de revenus pour les agriculteurs, c'est s'adapter parce que les gisements changent, c'est quelque chose qui est très versatile. Et donc, en fait, ce qu'on voulait, c'était coller au plus près du terrain. C'est aussi, par exemple, sur un projet qui fait 10 à 15 millions, la possibilité de choisir les entreprises qui vont travailler sur le territoire. Et on sait que les grands groupes viennent souvent avec leur panel d'entreprises et on ne peut pas faire grand-chose. Là, on compte bien réintroduire du travail pour ces entreprises à la construction de cette opération parce qu'on apportera justement notre regard. Voilà, c'est vraiment un investissement fort politique. Merci. Il y a une question complémentaire d'Alexis Pella dans le chat, je me permets de la relayer. La question, c'est est-ce que le fait que ce soit une CEMOP, c'est susceptible de freiner les opérateurs économiques qui répondent à la DSP? Alors, c'est une très bonne question. On se l'est posée au départ.
avant de lancer la consultation, on avait fait un sourçage total sur la méthanisation. Alors, il y avait tout le volet, on va dire, R&D, puisqu'on veut aller au-delà de la méthanisation. On aimerait bien aller directement, dans quelques années, à la méthanation, à la fabrication de bicarbonate de soude ou de struvite. Et donc, on avait lancé un sourçage qui n'est pas encore une démarche très fréquente. Et dans ce sourçage, il y avait tout le volet R&D, mais il y avait aussi le volet CMOP. On voulait voir si les grands groupes ou des groupements d'agriculteurs étaient inquiétés par la CMOP. Et finalement, on s'aperçoit qu'ils sont très favorables, les deux entités, que ce soit les grands groupes ou des porteurs économiques issus du monde agricole, ils sont plutôt même sécurisés parce qu'ils se disent que déjà, il y a une acceptation sociale qui est plus forte et surtout que la collectivité croit dans son projet, investit et ne fait pas porter le risque et on sait que sur la méthanisation, il y a quand même beaucoup d'embûches, peu de visibilité, les banques ne suivent pas et donc ça a plutôt été très très bien accepté. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui, celle de Sylvain, peut-être. La CMOP pourrait-elle à terme porter d'autres types de projets, photovoltaïques, éoliens, bois, ou est-elle dédiée uniquement au projet méthanisation? Alors, non, parce que la CMOP, c'est opération unique. Ce qui fait la particularité par rapport à une SEM, c'est que son caractère, c'est sur une opération unique. On réfléchit par contre sur l'ensemble des énergies renouvelables à créer des structures qui vont être où la collectivité va investir. Et en l'occurrence, ça sera la communauté de communes. Et les communes vont investir massivement dans les autres ENR, mais j'ai notre spécialiste EPOS qui est dans la liste des invités, Florence Damevin, et qui pourra peut-être vous embrosser un panorama un peu plus en dehors de l'objet de la méthanisation. Très bien, merci beaucoup en tout cas pour cette présentation, on va dire, d'un projet original. Quentin, je te laisse enchaîner sur la présentation suivante, ou Simon? C'est donc la suivante, ça sera, donc on a brossé l'éolien, on a brossé la méthanisation. On vous propose maintenant de passer sur le solaire photovoltaïque avec Simon Binet de Copawatt qui va nous proposer un projet extra Auvergne-Rhône-Alpes. Il me semble que c'est dans le 70, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc bienvenue et je te laisse la main. Merci, bonjour à tous. Merci pour l'invitation et merci de me donner l'opportunité de vous présenter ce projet. Rapidement, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est Copawatt. Donc Copawatt, ça existe depuis 2016. On est basé dans l'ouest lyonnais et on travaille sur deux régions, donc l'Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté. Notre cœur de métier, c'est l'aide à l'émergence et l'accompagnement de sociétés citoyennes de production d'énergie. Et dans ce cadre, on anime également le réseau Étincelle, donc le réseau des énergies citoyennes en Bourgogne-Franche-Comté, l'équivalent Oracle en Auvergne-Rhône-Alpes. Et au travers de ce réseau, on s'est rendu compte qu'il y avait également on a reçu énormément de sollicitations de la part de collectivités pour du conseil, quoi. Et donc on a développé une expertise dans ce sens, du conseil aux collectivités pour le développement des énergies renouvelables. Et donc je vais vous présenter un exemple de très en amont de co-développement. Comment du co-développement s'est constitué pour une collectivité. Donc c'est la collectivité de Lure, donc en Haute-Saône. Tu peux passer. Donc comment ça s'est passé? Donc il y a un site au sol qui avait été identifié depuis plusieurs années déjà, un ancien aérodrome qui pouvait accueillir une vingtaine de mégas. Il y a eu donc plusieurs approches commerciales de quelques développeurs en amont sur ces quelques dernières années. Et donc la collectivité nous a sollicité via le réseau Étincelle pour quelques échanges. Donc, on a apporté un premier niveau d'information, donc on appelle le parcours Watt, un peu ce que Alexis a présenté tout à l'heure, donc les différents modes de portage possibles, le 100% privé, le 100% public, le portage territorial, l'approche citoyenne, etc. Donc ça, c'est vraiment une première information qui est apportée aux élus de la collectivité.
Ensuite, on rentre dans une deuxième phase où on travaille plus longuement avec les différents élus pour préciser les attentes de la collectivité par rapport à ce site, par rapport aux futurs partenaires qui va être amené à travailler avec eux. Donc les attentes qui vont être d'un aspect financier, d'un aspect de gouvernance également, et puis également est-ce que les collectivités souhaitent ou non laisser de la place aux citoyens, que ce soit dans la gouvernance ou dans l'investissement. Les attentes également partenariales, financières sur l'aspect loyer, mais également sur quel type de partenariat la collectivité souhaite développer avec un investisseur privé, un développeur, notamment sur le long terme. Une fois que cette première discussion, ces premières analyses sont réalisées, on passe à ce qu'on appelle la qualification des attentes pour préparer un AMI. Donc on transforme ces attentes en critères de sélection pour lancer un appel à manifestation d'intérêt. Là, on utilise plusieurs outils d'animation. Donc vous voyez un exemple en photo là, pour définir des critères et hiérarchiser ces critères qui permettent d'établir un barème de sélection qui va constituer le cœur de l'AMI. Ça nous donne également l'opportunité de rencontrer des acteurs locaux, des collectivités voisines, des groupes citoyens ou des sociétés citoyennes qui existent, d'éventuels SEM qui existent sur le territoire, et de cette manière prévoir, on va dire, les éventuels les montages qui seront amenés à être mis en œuvre. Ensuite, l'étape d'après, donc c'est la rédaction de l'AMI en question, donc de transcrire le barème qui a été établi pour les critères de choix en amont dans la rédaction d'un AMI dans le but de cadrer les réponses des développeurs pour permettre une comparaison plus évidente, et puis dès le début de faire en sorte qu'il n'y ait pas des propositions de la part du développeur qui soient complètement en décalage par rapport aux attentes de la collectivité. L'étape d'après, donc c'est une première grille d'analyse des offres reçues. Donc là, sur Lure, Lure a reçu 13 offres tout de même suite à l'AMI, ce qui est donc plutôt intéressant. Ça donne de la matière à comparaison, on va dire. Donc ensuite, nous, notre rôle d'AMO, finalement, c'est de participer aux auditions et puis de challenger les différents candidats sur les aspects techniques, financiers, sur l'approche partenariale, sur les hypothèses qui peuvent être prises, etc. Et puis d'apporter par rapport aux attentes, aux critères de sélection qui ont été définis en amont, d'apporter un conseil auprès de la collectivité pour sélectionner le lauréat. Et puis ensuite, notre rôle peut être également dans l'étape d'après, qui nous semble hyper importante, de contractualisation. Donc la contractualisation des engagements qui ont été pris pendant les auditions, ça passe par, d'une part, une convention de partenariat, et puis la rédaction d'une promesse de bail, et également donc des statuts, et puis un pacte d'associés pour la société de projet qui va être montée en partenariat avec le développeur choisi et la collectivité. Par rapport aux enjeux puis aux freins sur ce mode de co-développement, très clairement sur l'aspect AMI, lancer un AMI, bon, de toute façon sur un terrain public, il n'y a pas le choix, hein, c'est une obligation maintenant, mais ça nous semble de ne pas subir cette obligation. Je vois beaucoup d'enjeux là-dessus, notamment la montée en compétence des élus sur ce qui est possible de faire. Donc la découverte ou d'aller plus en détail sur un panel de solutions et de postures de la part de développeurs qui existent, et donc de pas sur la première sollicitation, la première démarche commerciale qui peut être très alléchante, ne pas forcément s'arrêter là. Ça permet également de se poser des questions entre les différents élus et puis les agents pour clarifier les attentes sur le long terme, mieux caractériser les besoins, et puis se projeter sur le long terme dans un projet de territoire. Ça permet également sur les premières sollicitations qui avaient été reçues pour ce terrain, il n'y avait pas du tout, très peu, voire pas du tout de place laissée à la collectivité. Et donc,
grâce au lancement de l'AMI et à aller sur du co-développement, donc la collectivité prend aujourd'hui une part de l'ordre de 40% dans la société de projet. Donc de 40% financière, mais également sur de la part de gouvernance, comme disait l'intervenante d'Opal tout à l'heure. Les projets de co-développement se font vraiment dans un process de co-décision, de co-réflexion entre le partenaire privé et le partenaire public. Ce projet-là en particulier, donc on est sur, comme je disais, une participation de l'ordre de 40%, une rentabilité de l'ordre de 6 à 10% sur 30 ans, donc ça c'est pas encore complètement défini. Le projet vient d'être, le lauréat vient d'être sélectionné à l'instant. Et donc du coup, vu qu'il y a évidemment de l'investissement de la part de la collectivité, les retombées financières sont considérablement plus importantes que par un simple loyer entre guillemets. En termes de freins, de limitations, je dirais que la procédure que je viens d'expliciter est plus longue qu'un AMI moins réfléchi, moins travaillé. Donc ça prend plus de temps et ça nécessite plus d'implication de la part des élus ou des agents. C'est un peu les mêmes choses que je vois en termes de freins sur le long terme du co-développement, c'est-à-dire que le co-développement permet de la prise de décision de la part de la collectivité, d'une maîtrise dans une certaine mesure du projet. Par contre, la contrepartie, c'est que il faut consacrer du temps et du coup avoir du temps à y mettre. Les phases de négociation, notamment au début, peuvent également être compliquées. Dans le sens où, d'après ce qu'on voit, l'approche, les développeurs ont tendance à quand même beaucoup infléchir leur approche depuis quelques années, mais c'est pas le cas de tous. Et donc du coup, les engagements ou les annonces qui peuvent être faites pendant l'audition peuvent parfois être remaniées, disons, dans les phases de contractualisation qui arrivent derrière. Donc, il faut être encore maintenant, il faut être relativement vigilant sur ces différents aspects. Je crois qu'il n'y avait pas d'autres slides. C'était une présentation assez rapide. Merci Simon. Il y a une première question qui était posée de Julie Roux de la Maurienne. Existe-t-il un dispositif similaire à Parcours Watt en Auvergne-Rhône-Alpes? Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, donc l'étape de Parcours Watt, donc c'était, comme je le disais, c'était porté par le réseau Étincelle, mais par contre la suite du processus, donc là c'était avec lui, c'était une presta qu'on avait vendue en termes d'AMO, quoi. Et donc du coup le Parcours Watt en tant que tel, je ne pense pas qu'il y ait de... Peut-être le réseau Oracle peut le... peut-être que Noémie Zambo peut en dire un mot. Ouais. Ouais. Et puis le dispositif qui va être bientôt mis en place, le dispositif dont l'ADEME parlait tout à l'heure, de CocoPéop, finalement, ça va être ce but-là, parmi d'autres choses, ça va être ça, quoi. Et je me permets aussi donc, comme Alexis Duclerc le mentionnait tout à l'heure, le guide des co-développement à destination des collectivités reprend en grande partie, donc on l'a construit avec Leclerc ce guide et d'autres partenaires, et donc ça reprend en grande partie cette information de niveau 1, on va dire. Merci. Noémie, je te laisse réagir. Merci. Effectivement, l'équivalent du réseau d'Étincelle, c'est effectivement le réseau Oracle que j'anime. Après, le positionnement, il est un petit peu différent parce que nous, on ne fait pas d'accompagnement de projet, mais comme l'a dit Simon, c'est des structures qui peuvent intervenir en prestation pour les territoires. Et du coup, parmi ces structures, on retrouve soit des ALTE, des associations locales pour la transition énergétique, soit des structures comme CopaWatt qui sont spécialisées dans l'accompagnement de projets citoyens et territoriaux d'énergie renouvelable.
Donc voilà. Mais ce que je vous propose, c'est plutôt qu'on en discute ensemble pour bien voir votre besoin et éventuellement qu'on esquisse un petit document qui recense vos besoins avant que vous voyez qui peut vous accompagner. D'accord. Bon, Julie, Moreau, tu pourras effectivement contacter Noémie Zambo là-dessus. Et Noémie, tu peux peut-être enchaîner avec la question que tu posais à l'écrit? Oui, du coup, moi, je demandais sur ce projet-là en particulier de Lure, est-ce qu'il y avait une place qui avait été réservée aux citoyens? Et si oui, à quelle étape du processus il est prévu qu'ils interviennent? Sur ce projet, malgré nos efforts, puisque quand même ça fait partie de notre ADN très fortement, hein, sur de développer des projets citoyens, voilà. Il y a pas spécifiquement, donc la collectivité n'a pas retenu une place spécifique pour les citoyens. Ça peut être amené à évoluer, notamment si la collectivité, sur la part qui a été, les 40% qui ont été discutés ou pendant les auditions, il est possible qu'ils changent et qu'ils réduisent cette part-là pour laisser de la place aux citoyens, mais ça n'a pas été jusqu'à maintenant clairement réservé. On a essayé pourtant. Et une autre question, Simon, d'Emmanuel Jean-Jean du PNR du Vercors. Combien de temps prend le processus? Est-ce que vous valorisez financièrement cette concertation préalable dans le développement du projet? Alors, non, nous, on valorise pas cette concertation, puisque nous, on n'investit pas. Donc, nous, on est vraiment en AMO. Donc, on vend cet accompagnement. Et combien de temps ça dure? Et j'ai envie de dire, ça dépend beaucoup de l'implication des citoyens, des élus, pardon. Sur le process, que j'ai mentionné tout à l'heure, là, on est sur quelques mois, on est sur 4-5 mois, quoi. Très bien. OK. Est-ce qu'il y a une dernière question éventuellement, à l'écrit ou à l'oral? N'hésitez pas, avant que je laisse la parole aux deux autres, Simon. Eh bien, deux autres Simon en action alors. Merci Nico. Donc merci Simon. Et donc un autre Simon introduit un troisième Simon, à savoir Simon Mathieu. Donc pour un projet qui est en Saône-et-Loire sur la vente en contrat de long terme sur une centrale PV à Bissé sous Cruchot. Vous avez peut-être entendu parler parce que c'est un contrat de gré à gré avec Enercop et c'est le premier grand parc à voir le jour sans recourir à un mécanisme de soutien public. J'espère donc qu'en plus, il a été mis en service en avril dernier, donc c'est tout récent. Est-ce que Simon Mathieu est bien là et nous entend? Et surtout, est-ce qu'on le voit et qu'on l'entend? Je suis bien là et je vous entends. Eh bien, c'est merveilleux. Vous me voyez aussi. Eh bien, c'est à vous. Parfait, merci. Donc, bonjour à tous. Simon Mathieu, je suis chargé d'instruction pour énergie partagée. Donc, énergie partagée, là, j'interviens sur la branche investissement. On accompagne des projets avec une dimension citoyenne ou des collectivités et on intervient sur le financement de ces projets. Donc, sur la slide suivante, je vais vous présenter du coup le projet de Bissé sous Cruchot, donc qui est situé en Saône-et-Loire, donc pas très loin de la commune de Chalon-sur-Saône, donc sur une surface qui fait un peu moins de 7 hectares. Donc c'est un projet effectivement qui est en service, donc qui a une puissance installée d'un peu plus de 5 mégas, 5,5 mégas, ce qui représente en production l'équivalent de la consommation électrique de 3000 habitants. Donc au final, ça vient couvrir les besoins de la commune. Et le projet représentait un investissement d'environ 4 millions d'euros. Et ce qui en fait effectivement sa spécificité, et sur laquelle je reviendrai par la suite, c'est qu'on est en vente directe d'électricité à un fournisseur d'énergie, donc qui est ici Enercop, et donc on est sans recours aux tarifs de soutien de l'État. Donc sur le contexte territorial historique, il faut savoir que c'est un projet qui est à l'initiative de la commune de Bissé,
qui avait du foncier sur son territoire et qui souhaitait l'utiliser. Il n'y avait pas forcément de valeur agricole, donc il souhaitait en faire quelque chose et, si possible, qu'il y ait une utilité collective. Donc le conseil municipal avait décidé de lancer à l'époque, parce que là on retourne quasiment 10 ans en arrière, ils avaient décidé de lancer un projet de centrale photovoltaïque et si possible avec une vision où le territoire, donc citoyen et la commune, puissent y être associés. Donc ils avaient fait ils avaient choisi un premier développeur pour assurer ce développement-là. Et oui, et je l'avais pas précisé, mais donc le projet s'inscrit également dans la démarche TIPOS de la communauté de communes Sud-Côte Chalonnaise, et donc la communauté de communes qui a été aussi un soutien pour le projet dans ces années de développement. Sur les étapes du projet, donc, un premier développement a eu lieu avec un premier développeur, mais à cause de contraintes techniques, le projet n'a pas réussi à voir le jour et a été abandonné. Donc ça, c'était, on va dire, la première moitié de 2010 à 2015. Et ensuite, le projet a été repris par le développeur CVE, anciennement Cap-Vert Énergie, donc qui a repris le projet fin 2016 avec ses difficultés, puisque c'est un projet qui a été présenté plusieurs fois aux appels d'offres de la Creux et qui avait échoué. Il y avait notamment des problématiques sur des coûts de raccordement qui étaient très élevés et un ensoleillement pas exceptionnel, ce qui amenait à proposer un tarif qui avait du mal à être retenu. Et c'est à ce moment-là que la question s'est posée d'envisager une autre possibilité sur la vente d'énergie et sans passer par des mécanismes d'appel d'offres. Et côté énergie partagée, du fait de la volonté de la commune et de la communauté de communes d'avoir une intégration territoriale sur ce projet et également de l'ouverture de CVE sur ce sujet-là, on s'est intégré au développement du projet, donc là en 2018, avec l'objectif que les habitants et les collectivités locales puissent être associés au projet. Donc voilà, au final, le développement s'est poursuit et je reviendrai après, mais donc il y a une solution qui a été trouvée, en tout cas un modèle économique qui a été trouvé avec une solution de vente en direct. Et les solutions techniques ont également pu être, on va dire, soldées. Donc on est arrivé sur un projet au final développé avec un contrat d'achat un peu, on va dire un peu original. Et ça a en tout cas été un challenge pour la seconde phase, qui était celle du financement. Parce que quand on est allé voir forcément les banques classiques spécialisées ou pas sur le financement de projets ENR, le fait d'avoir une contrepartie sur la vente d'électricité qui n'était pas EDF-OA et directement l'État, mais un fournisseur plus petit et qui pouvait fournir moins de garanties, donc qui est Enercop. Voilà, ça a fait un peu peur à certaines banques, ou alors on rentrait dans des schémas très compliqués. Donc voilà, il y a eu vraiment des échanges assez longs et une structuration nécessaire importante pour arriver à financer ce projet avec ce modèle de vente d'énergie. Et c'est au final la banque Triodos, qui est une banque spécialisée sur de l'ENR, mais pas une banque française, c'est une banque hollandaise, qui a financé le projet et qui a été accompagné également de la NEF. La NEF qui est la banque
banque française, pour le coup, est une banque éthique. Donc le financement, au final, pu se faire. Donc ça, c'était sur les années 2019 et 2020. Et la construction du chantier a pu être lancée à l'automne 2020 et qui, du coup, s'est achevé en 2021. Et donc, depuis, le projet est en service et donc injecte ses premiers kilowattheures. Il est fourni directement à Enercop. Donc, sur la dimension territoriale, donc, il y a l'objectif d'avoir une participation du territoire dans ce projet, donc via un investissement en fonds propres. Énergie partagée, on est actionnaire et on pousse à ce que les participations du territoire soient faites en fonds propres pour avoir accès à la gouvernance du projet. Il n'y a pas eu d'intégration des citoyens ou de collectivités sur la phase de développement. Et c'est un schéma qui a été décidé plutôt d'être calé au début de l'exploitation, une fois que l'ensemble des risques du projet avait pu être levé. Donc on rentre vraiment dans cette phase-là, avec l'engagement de notre part, en tout cas Énergie Partagée, de rétrocéder 20% du capital du projet aux acteurs du territoire, suivant, on va dire, citoyens et ou collectivités. Et pour ce faire, on est accompagné, c'est la société de projet qui est accompagnée par CopaWatt, pardon, pour nous aider à ce qu'au niveau local, il y ait une bonne dynamique qui se crée. Il y a déjà des interactions au niveau collectivité et aux citoyens, mais en tout cas, voilà, il y a entre la volonté et la prise de participation, on sait qu'il y a pas mal de travail à faire, et donc c'est pour ça que CopaWatt nous accompagne sur ces sujets-là. Et enfin, donc la dernière chose sur la slide suivante, enfin le dernier élément structurant, c'est la vente d'électricité sur ce projet. On considère qu'effectivement, le projet de BC figure dans les premiers grands parcs photovoltaïques à vendre son électricité sans recours aux tarifs régulés d'achat. C'est pas pour autant le premier, et il y avait déjà aujourd'hui plusieurs parcs qui vendaient l'électricité, mais c'était plutôt des parcs qui étaient on va dire, qui sortaient d'une période d'obligation d'achat de 20 ans, donc qui arrivaient à échéance, donc des projets existants qui du coup allaient devoir passer de nouveaux contrats d'achat pour les années restantes de parc. Là, on est vraiment sur un schéma un peu nouveau, et on ne va pas en appel d'offres et on passe des contrats directs avec un fournisseur d'énergie qui est en plus, qui partage bien les valeurs qui étaient amenées sur le projet. Donc c'est une intégration territoriale, donc, qui est fournisseur Enercop, et qui s'engage, et ça aussi c'est assez innovant, qui s'engage vraiment sur le long terme, parce qu'on a un contrat d'achat d'électricité qui est sur une durée de 30 ans. Là où dans des projets peut-être un peu plus classiques et qu'on avait pu voir auparavant, on était sur des durées beaucoup plus courtes. Là, il y avait vraiment une volonté d'engagement à long terme, à la fois, on va dire, des producteurs et d'acheteurs d'électricité sur toute la durée de vie du projet au final, et pas seulement se dire on fait pour 10 ans et on verra après. Là, on a vraiment un engagement sur le long terme. Simon, merci. Il y a peut-être une première question, si tu le souhaites. Tout à fait fini. Vas-y, ouais. Encore. Le dernier point, c'est vraiment ce type de contrat est vraiment en plein essor, et on le voit de plus en plus. Alors, ça peut être sur des gros contrats avec des partenaires industriels, mais aussi sur des plus petits projets aujourd'hui, avec vraiment un intérêt à la fois pour le producteur, pour se passer des mécanismes d'appel d'offres et un petit peu la loterie qu'on peut avoir sur les appels d'offres de la CRE, et pour les acheteurs d'électricité, voilà, de sécuriser de la production verte
et voilà, qu'on peut définir. C'est vraiment la stratégie d'Enercop de se fournir auprès de producteurs en direct, donc de ne pas passer par le marché de l'électricité. Et donc, ces contrats permettent vraiment de répondre à ces deux besoins de chaque côté de l'électricité. Merci Simon, est-ce que c'est bon? Ouais, super. Il y a une question donc sur les tarifs d'achat d'Enercop dont tu as parlé, sur ce projet-là en particulier. Est-ce qu'ils sont assez proches des tarifs des projets qui passent par des AO creux? Oui, on n'est pas très éloigné. Forcément un petit peu plus cher parce que sinon le projet aurait, je pense, été lauréat. Mais effectivement, après, les prix des appels d'offres varient pas mal, mais globalement, on n'en est pas très loin. Très bien, il y a une autre question, Simon. Dans ce montage, qui réalise l'entretien de la centrale PV et quel engagement à fournir les kilowattheures? Alors, c'est CVE, du coup, qui a développé le projet et qui en assurera, enfin, qui a fait le suivi sur la construction et qui va en assurer l'exploitation. Et l'engagement fournir les kilowattheures, j'ai pas trop compris la question. Manuel, est-ce que tu veux préciser à l'oral? N'hésite pas, ouvrir ton micro. Oui, bonjour. Oui, la question, c'est de savoir s'il y avait des pénalités en cas de production inférieure à ce qui était estimé au départ, et donc inférieure aux attentes de l'acheteur. Donc, c'était quel engagement avait le producteur et s'il y avait des pénalités ou pas? Alors, j'ai plus toutes les clauses du contrat en tête, mais je ne crois pas qu'il y ait de pénalité. L'idée, c'est que Enercop s'engage à racheter toute l'électricité produite par le parc. Et après, on n'est pas vraiment dans une logique. Si le projet produit moins, on n'est pas dans une logique punitive où, en plus de moins produire et d'avoir moins de résultats, on devrait avoir des pénalités de l'acheteur. Donc, je ne suis pas sûr et certain, il ne me semble pas que c'est le cas. Autre question de Sophie Badoil. L'intervention de Copawatt, est-ce qu'elle est rémunérée par Énergie Partagée en amont ou par le porteur de projet? Elle est rémunérée par la société de projet. D'accord. Enfin, au final, par les actionnaires, par le projet, mais pas seulement par Énergie Partagée. Très bien. Sébastien, Cœur de Savoie, avez-vous eu d'autres propositions de vente en PPA que celle d'Enercop? C'est une bonne question. J'en suis pas certain, mais c'est vrai que j'étais pas encore présent dans ces discussions-là. Mais il me semble que, en tout cas, Enercop a rapidement fait consensus sur le rachat et aussi sur les propositions qu'il faisait, et notamment la longue durée d'engagement de rachat d'électricité. Oui, d'accord. Est-ce qu'il y a des dernières questions? N'hésitez pas là aussi à prendre la parole si besoin ou à témoigner, parce que je vois par exemple que Églantine témoigne sur l'accompagnement de Copawatt sur l'intervention précédente. S'il n'y a pas de nouvelles questions, il nous reste à remercier Simon et tous les intervenants. Et puis à vous donner rendez-vous à 14h pour le temps d'actualité régionale, et puis ensuite sur des ateliers en co-développement. Alors, rien à voir avec le sujet du co-développement qu'on a évoqué ce matin sur les ENR, mais c'est une méthode de travail qu'on va vous proposer, le co-développement. Donc, on vous propose donc de revenir à 14h, si ça vous si ça vous convient, pardon. Est-ce que ça colle avec ce qu'on s'était dit, Simon, Quentin, ou même peut-être 13h45, si ça convient? C'est vous les maîtres du temps un peu. Le même lien, en fait, de connexion. Ouais, le même lien, ouais. Ça me va. On peut se dire une préconnexion à 13h45. Ouais, voilà, c'est ça, parfait. Un petit accueil à 13h45, ouais. On se lance vraiment à 14h avec les cafés. Voilà,
13h45, on se retrouve ici et on démarrera au plus tard à 14h et on vous expliquera la méthode de travail proposée en atelier en sous-groupe. On va contacter là, certains d'entre vous pour les témoignages de ces ateliers. On a quelques noms qui nous ont été donnés tout à l'heure lors de la suite du temps d'écoute active. Voilà, donc merci beaucoup et puis à tout à l'heure, donc 13h45. À tout à l'heure. Merci, bon appétit, à tout à l'heure. Merci, bon appétit, ouais.